Tout le monde, Clotilde Sey en votre compagnie au Salon du Livre de l'Outaouais. Permettez-moi que je me présente un petit peu parce que certainement que vous ne me connaissez pas. Je suis ici parce que j'adore les mots, j'adore la littérature, ça c'est clair, on s'entend. Moi, je navigue plutôt dans le domaine du livre audio. J'anime une émission qui s'appelle Des livres plein les oreilles, donc c'est très facile à trouver. Vous allez trouver ça en balado ou encore sur le net, si vous allez entre autres sur le site de Canalem, qui est une radio, qui est la radio de Vues et Voix. Vues et Voix qui est le premier producteur de livres audio au Québec, donc je le signale. Alors voilà pour qui je suis. Aujourd'hui, maintenant, j'ai des petits messages pour vous du Salon du Livre de l'Outaouais, oui, qui a lieu, il fallait qu'il ait lieu contre vents et marées, mais donc c'est pour cela qu'il y a tout ce décorum pour qu'on arrive chez vous dans vos salons. D'ailleurs, de vos salons, on aimerait beaucoup que vous soyez actifs. Pourquoi ne pas nous envoyer vos questions que je pourrais ensuite, moi, poser à Madame Lucie Pagé, qui est ici et vers qui je vais me tourner dans quelques secondes. Vous pouvez le faire, bien sûr, ça nous fera plaisir. J'ai un petit écran ici et je vais voir vos questions s'afficher. Alors, aujourd'hui, je reçois une femme qui m'a fait faire un parcours, un voyage, mais un voyage. Bon, Lucie Pagé, vous dites ça y est, elle l'a emmenée en Afrique du Sud. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie Pagé. On peut difficilement, Lucie, évidemment, ne pas évoquer l'Afrique du Sud lorsque vous êtes assise, et c'est pour ça que tout le monde s'est dit « Ah, un autre bouquin peut-être », parce que vous nous avez fait littéralement découvrir ce pays-là. On en a appris beaucoup grâce à vous, sur Monsieur Mandela, qui a été, quelqu'un au départ avec qui vous avez travaillé, mais un voisin et puis un ami. D'ailleurs, c'est un peu grâce à lui si vous écrivez aussi, Lucie Pagé. Oui, il m'a même encouragée. C'est vrai, hein? Parce que dans le milieu des années 90, quand André Bastien, le fondateur de Libre Expression, m'a approché pour dire « Lucie, tu devrais écrire ton histoire », j'ai dit « Mais j'ai rien à dire ». Et puis quand M. Mandela a laissé le pouvoir en 99, j'ai dit peut-être que j'ai quelque chose à dire. Et puis ça a commencé avec mon premier livre, Mon Afrique, et depuis j'écris, c'est mon 8e livre. Là. Mais là, le voyage qu'on s'apprête à faire ensemble et que j'ai déjà fait moi en lisant votre livre, c'est vous nous amener au pays de la spiritualité. Mais la spiritualité, d'ailleurs, vous avez une très jolie phrase. Nous avons tous un passeport pour ce Absolument. C'est à nous à s'en servir ou non. Mais vous dites la spiritualité qui ne professe aucune religion. Et ça, j'insiste bien là-dessus parce que je pense que pour vous, c'est essentiel. Alors, vous avez... au départ, on ne peut que mêler votre propre histoire à ce bouquin-là. D'ailleurs, dans votre prologue, vous en parlez très bien. Il y a eu un deuil, 2 deuils, il y a eu un massage raté, il y a eu toutes sortes de choses qui vous ont conduite à écrire ce livre-là. C'est bien ça? Oui, parce que moi j'ai commencé, depuis que je suis toute petite, j'ai une tête de scientifique. En fait, au cégep, j'avais une moyenne de 100% en mathématiques, donc je me dirigeais naturellement vers les sciences et les mathématiques, peut-être enseigner les mathématiques, mais physique, bio, chimie, tout ce qu'on pouvait prouver concrètement, ça existait. Si on ne peut pas le prouver, ça n'existe pas. C'était ma façon de penser. Et le 4 septembre 2007, tout a chambardé. C'est le prologue de mon livre. Quand une dame devant moi, j'étais en deuil, je venais de perdre ma meilleure amie ici dans l'Outaouais. Et cette dame devant moi qui ne me connaissait pas, je venais de la rencontrer il y a quelques minutes. On disait qu'elle était un médium, moi, mais aussi thérapeute. C'est pour ça que je suis allée la voir. Et où elle m'a récité un poème mot pour mot d'un cousin qui est mort. Il m'avait écrit un poème, 16 strophes, il faut le faire quand même, et qui m'a dit mot pour mot ce que Brigitte, mon amie, m'avait dit sur son lit de mort. Alors, toute ma vie, toutes mes croyances ont pris le bord, mais j'ai dit, c'est impossible. Mais c'est possible puisqu'elle vient de le faire. Sûr. Alors, ma quête a commencé en 2007 et a abouti avec Marie Lumière en 2021. Oui, j'avais même pas encore donné le titre de votre livre et j'allais y arriver. Merci beaucoup. Donc, Marie Lumière, cette femme qui au départ est Marie-Jeanne. Oui. J'aimerais que vous nous en parliez un peu de cette Marie-Jeanne. Marie-Jeanne Richard, c'est le nom de mon arrière-grand-mère d'ailleurs.
Marie-Jeanne, elle est médecin, scientifique, donc il fallait que je me mette dans la peau de quelqu'un avec qui j'étais à l'aise. Et d'amener avec moi le lecteur dans mon cheminement, qui m'a pris 13 ans, mais là, j'ai quelques heures pour les amener parce qu'il y en a qui lisent le livre en une nuit. J'ai dit, ça m'a pris tellement de temps. Ouais. Donc, comment amener, parce que c'est vraiment, c'est extraordinaire ce voyage-là que moi j'ai fait. Hein? Vous disiez tantôt la religion, la spiritualité, je pense qu'il y a une grande différence. La religion, c'est de suivre l'exemple ou le trajet d'un autre. La spiritualité, c'est de suivre son propre trajet. Donc, il fallait que moi-même, je vive ces choses. Et je suis allée à fond là-dedans. Et donc, cette Marie-Jeanne Richard, qui devient Marie-Lumière au cours du roman, je l'apprends en tant que scientifique et tranquillement, je l'amène vers cette spiritualité-là. Et surtout, venant du Québec, on sait c'est quoi la religion, ce qu'elle nous a fait. Oui. Et donc, j'étais allergique. Je suis toujours d'ailleurs allergique à la religion parce que c'est pas ça la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, en fait. Donc, c'était de faire le voyage avec Marie-Jeanne quand elle devient Marie-Lumière. Moi, c'est ce trajet-là que j'ai fait. D'ailleurs, vous répondez un peu, Lucie Pagé, à la question que j'ai sous les yeux ici. Elle nous vient d'Estelle Desfossés, qui vous dit « Chère Lucie, où se situe Marie-Lumière dans ton œuvre ?» Dans Oka et Kanessetake. C'est voilà, exactement. Oui, parce que j'aurais du sang Mohawk dans les veines quelque part dans ma lignée. On n'a pas pu le prouver, mais c'est l'histoire qui circule dans ma famille. Donc, et puis j'ai beaucoup d'amis Mohawk aussi. Et comme c'est une ode aux Premières Nations, surtout aux femmes des Premières Nations, je ne pouvais pas mettre Marie-Lumière 100% Mohawk. Et moi, vivant dans une relation hybride, comme on appelle, mes enfants, ils s'appellent des hybrides, je me sentais confortable d'être qu'elle soit de mère Mohawk et de père québécois. Donc, je me suis mis dans... c'est tellement un sujet difficile à parler qu'il fallait que je sois confortable au départ pour pouvoir en parler. Donc, Marie-Jeanne, elle est à moitié Mohawk et moitié blanche. C'est pour ça qu'elle habite à Oka, mais il y a beaucoup qui se passe à Kanessetake aussi. Et elle est médecin. Elle est médecin. Elle a son cabinet à Oka. Oui. Et un jour, cette femme-là est en état de dépression permanente, on va dire ça comme ça, depuis 20 ans, 30 ans. Et elle prend des pilules et ça. Et un jour, elle se pose cette question que j'ai trouvée terrible, d'ailleurs, que vous citez dans le livre. Elle se dit, mais c'est terrible, si j'avais une patiente en face de moi qui vive la même chose que moi, je ne saurais pas quoi lui donner. Donc, elle cherche des réponses. Et elle-même, elle est médecin en plus. Elle cherche des réponses. C'est là qu'arrive ce mot, je l'espère que je le prononce bien, c'est là qu'arrive cette plante médicinale. L'ayahuasca. L'ayahuasca, qui fait peur à beaucoup de gens, qui a très mauvaise presse. Qui a fait mauvaise presse parce qu'on n'a pas fait sa recherche. Exactement. Alors vous avez commencé. Oui, j'ai fait la recherche à fond. J'ai rencontré, j'ai travaillé d'ailleurs avec un chaman du Brésil, des Huniquin, qui est la nation au Brésil on les appelle les gardiens de cette plante-là, qui travaillent avec la plante depuis 10 000 ans, avec grand succès. Et il fallait moi-même que je laissais pour pouvoir comprendre ce dont il s'agissait. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans un livre ou étudier dans un laboratoire. Et ça m'a fait réaliser, moi surtout, que la guérison, les médecines, c'est plus que du Jean Coutu. C'est plus que du laboratoire. C'est pas parce que ça sort pas d'un laboratoire avec quelqu'un en sarrau blanc que c'est pas valable. Et c'est ce qu'on a ici en Occident. La pharmaceutique a pris toute la table de la place la guérison. Moi, je tends ça à moitié. Je dis oui, il y a sa place, mais il y a aussi la place des médecines des Premières Nations qui sont extraordinaires parce que sur la moitié occidentale, on traite l'être humain avec 3 aspects. Le corps, le cœur, les émotions et la tête. Alors que les Premières Nations traitent aussi avec l'âme, la spiritualité. Et c'est l'élément qui nous manque parce que moi, comme Marie-Jeanne ou Marie-Lumière, j'ai passé 30 ans en thérapie. Puis à un moment donné, j'ai dit, il doit y avoir d'autres choses parce que je fais juste
ressasser les mêmes mots, les mêmes traumatismes. J'ai appris à gérer mes traumatismes. À vivre avec. À vivre avec, mais pas les régler. Éliminer. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que vous racontez très, très bien. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître et qui vont se dire « Oups, pourquoi pas ?» Mais par contre, il y en a d'autres qui vont dire « Voyons, elle n'est pas tombée là-dedans. Elle est pas... » Vous vous attendez à à recevoir... J'étais dans ce camp-là, donc je comprends très bien. Vous avez été dans ce camp-là, dans le camp des... Mais vous n'avez pas écrit ce livre-là pour confondre les sceptiques. Comme... Non, je n'ai pas écrit pour convaincre qui que ce soit. J'ai écrit... Je suis journaliste avant tout. Oui, bien sûr. Alors, quand ça m'est arrivé, ça, en septembre 2007, quand cette femme devant moi a dit des choses, c'est impossible. J'étais à l'autre bout du monde, à Johannesburg, ça s'est passé au Québec. J'ai commencé ma quête en tant que journaliste. Et j'ai passé 13 ans à faire Mais j'ai commencé doucement parce que je ne savais pas par où commencer. Je me suis aperçue, j'ai fait des vipassana, par exemple, des méditations silencieuses de 10 jours. Puis je me suis aperçue que cette quête-là, il faut la vivre soi-même. Et j'ai commencé à pousser un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et je me suis aperçue que, là, j'invente des chiffres, mais c'est l'impression que j'ai que pour chaque chaman, il y a 100 charlatans. Ah. Parce que, pourquoi il y a beaucoup de charlatanisme dans le monde de la spiritualité? C'est parce qu'on ne peut pas prouver. Mais alors, comment on peut s'y retrouver? Oui, c'est ça, mais alors, on s'y retrouve comment? Ben, c'est ça. On s'y retrouve comment? Si il y a un chaman devant toi qui te dit quoi faire, vendre tes parts ici ou acheter, c'est pas un chaman. Non, Ils nous disent pas quoi faire. C'est à nous à décider quoi faire. Donc, je vais vous donner un exemple. J'étais avec une médium une fois, et puis je suis allée la voir, elle ne me connaissait pas, parce que j'ai rencontré beaucoup de ces gens-là. Puis 99% c'était des charlatans, mais il y avait le 1%. Et cette femme-là a dit, ben j'ai besoin d'un de vos objets, j'ai donné ma bague de mariage. Puis elle ferme les yeux, puis elle part. Ah! Ah! Elle fait ça comme pendant 30 secondes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, is there a problem? Est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, tout le monde me parle en français. Est-ce que vous parlez français? Bon, je dis, ça part bien. Et puis là, elle me dit, oh, je vois que vous avez 3 enfants. Il y en a un qui est loin, loin outre-mer. Et puis, il est devant des étudiants dans une classe. J'ai un fils qui est professeur d'histoire au secondaire. Puis elle dit, oh, vous avez un autre garçon, il parle 5 langues, il joue 5 instruments de musique. En effet, un de mes fils parle 5 langues et joue 5 instruments de musique. Oh, vous avez une fille, c'est une entrepreneur, elle a un feu. En effet. Elle continue comme ça. Puis là, après ça, elle dit, oh, elle fait un saut. Fait que là, je regarde. Oui. Are you into shamanism? Êtes-vous en... Fait que là, je me suis sentie comme, est-ce que vous avez volé les biscuits dans le genre de biscuits? Puis là, j'ai fait, what do you mean? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous allez faire de l'ayahuasca bientôt? Puis là, j'ai dit, comment que c'est ça? Ben oui. Wow! Elle dit, il y a un chaman. Il vient du Brésil. Son nom commence avec un B. Il va changer votre vie. J'ai dit, OK. 2 semaines plus tard, je rencontre le chaman. Son nom commence avec un B. Et il a changé ma vie. Alors, c'est pas, voyez-vous, c'est pas pour dire l'avenir, les chamans. C'est pour nous donner les outils pour prendre les meilleures décisions. Parce que l'avenir, il peut changer selon les décisions qu'on prend. Nous vivons dans un monde de dualité où on a le libre choix. Alors, les tirer aux cartes puis se faire dire l'avenir, pour moi, c'est de la foutaise. Mais nous donner les outils nécessaires pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour emprunter le meilleur chemin possible, ça, c'est possible. Et puis peut-être aussi, et ça c'est dit dans le bouquin, cesser de penser que ce sont nos peurs et nos angoisses, tout ça, qui doivent être à l'origine de toutes nos actions. Finalement, c'est ça qu'il faut gommer. Oui, la peur est un frein. La peur est un frein. Je vais vous raconter, si vous permettez, je peux raconter une histoire? Mais je vous en prie. Oh, mais vous êtes là pour ça, chère Lucie. Au sujet de l'ayahuasca, parce que ça m'a pris longtemps. Moi, j'ai eu une grande peur. J'ai vécu avec la peur, encore même aujourd'hui, mais j'ai traversé un certain mur. J'ai fait beaucoup de recherches avant de prendre l'ayahuasca, justement à cause de sa mauvaise presse. J'ai écouté des reportages, c'est de la foutaise. Alors, une fois, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, j'étais en Inde avec une amie, une copine, puis on partageait un grand lit parce qu'on est allé faire une retraite de yoga et d'ayurveda pendant quelques semaines. On est les deux couchés dans le lit, puis on dort. À 11h40 le soir,
il y a une boule de lumière blanche qui me réveille, qui me rentre dans le pubis et qui me serre le corps. Puis là, puis Sharon, elle me réveille. Lucie, tu es plus capable de respirer, qu'est-ce que t'as? Puis j'étais là. Ça a duré 7-8 minutes, mais j'étais en extase. C'était la plus grande... Pas sentiment. L'amour, c'est un sentiment, mais c'est aussi une énergie. C'était l'énergie de l'amour tellement puissant. C'est comme si je baignais dans un océan d'amour. C'était un délice pur. Puis là, puis on a parlé une partie de la nuit. Par ça, j'ai dit, mon chum, qu'est-ce qu'il fait, mon chum? Faut que j'en parle. Fait que moi, je suis en Inde. Il y a 3h30 de différence entre l'Afrique du Sud et l'Inde. Fait que là, à tous les jours, on se parlait. Fait que j'appelle Jay. Puis j'ai dit, Jay, qu'est-ce que tu faisais à 8h10 hier soir? Parce que moi, il était 11h40. Ah, Lucie, je voulais t'en parler. On a rencontré tel chaman, tel autre. Puis on a décidé de faire une cérémonie d'ayahuasca. On a commencé à 8h et la première chose que j'ai demandé à la plante, c'est d'aller te donner de l'amour. Et ça, vous le racontez dans le livre, mais c'est-à-dire, je raconte pas ça. Non, mais c'est la maman, de Marie-Lumière, Marie-Jeanne. C'est Mary. Alors, ça m'a servi pour écrire le chapitre de réconciliation entre Marie-Lumière et sa mère Mary. Donc, je suis partie du vrai, mais pourquoi j'ai pas écrit? J'aurais pu écrire un essai, parce qu'il n'y a aucune histoire là-dedans que j'ai inventée. Mais j'ai changé les noms, les lieux, le sexe, parce que quand on guérit, tout le monde a une guérison à faire. C'est tellement personnel, les traumatismes. Donc, je me sers de ce que j'ai vécu et j'incorpore ça dans mon histoire. Et c'est le chapitre de réconciliation entre Mary et Marie-Jeanne. Ben, c'est parti de cette expérience-là. J'avais une témoin à côté de moi. Ah, c'est ça, exactement. Puis je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça fait qu'on a fait une autre cérémonie après. Puis j'ai dit à mon mari, « Oh, renvoie-moi de l'amour, renvoie-moi de l'amour. » Et puis, je l'ai dit à une copine avec qui on l'a fait. Et puis, elle me croyait pas, évidemment. Mais j'ai dit, « Essaye-le toi-même. » Elle l'a fait avec son fils, puis quand elle est arrivée à la maison de son fils, qui l'attendait, « Maman, qu'est-ce que tu as fait samedi soir? T'es venue me voir. » Fait on comprend pas. C'est pas la spiritualité, regardez. C'est de la physique quantique qui est en train de confirmer ce que les yogis d'il y a 15 000 ans disaient. Alors, il y a un pont entre les deux. La brume sur le pont est en train de lever. On est en train de pouvoir expliquer ce que ça veut dire d'autres dimensions. Vous savez, on a 5 sens. Vous savez, les sifflets pour chiens? Oui, oui. Si on souffle dedans, est-ce que vous l'entendez? Oui, non, mais il existe. Il existe. Mais nous avons 5 sens limités pour capter toutes les dimensions énergétiques, que tout est énergie. Alors, l'ayahuasca, ce que ça fait, c'est qu'on a 5 sens comme ça. L'ayahuasca fait ça. D'ailleurs, entre autres, il y a le personnage de Cana, qui est le chaman en question. Est-ce qu'on l'appelle comme ça? Cana, oui. Qui dit, vous savez, cette plante est utilisée pour guider et éveiller l'esprit afin de lui permettre de trouver le véritable but de la vie. Elle nous fait aussi comprendre que nous sommes tous connectés à la grande source d'énergie, que tout est énergie, que les arbres et l'eau, le vent, le soleil, la lune, les fleurs, les insectes, les animaux, les poissons, les oiseaux, les êtres humains, tout est connecté. Avaler cette médecine, c'est activer la sagesse ancienne qui est en chacun de nous, nous rappelant ce que c'est que d'être humain, en harmonie les uns avec les autres. Notre terre-mère est la grande source. Ça fait partie intrinsèquement de la culture autochtone, cette culture qu'on a complètement bafouée, enterrée. Oui, aussi, puis ça fait partie de la science. Hubert Reeves, il dit la même chose. Oui. Donc, mais les Premières Nations, c'est extrêmement important parce qu'ils n'ont pas quitté ce... C'est pas des croyances, c'est des faits. Alors, nous, j'étais pour dire l'homme blanc occidental, la personne blanche occidentale, mettons, voit une forêt. Qu'est-ce qu'il voit? Il regarde combien d'argent qu'il y a à faire. Les Premières Nations voient l'esprit de la forêt. C'est pour ça qu'il y a 85% de nos luttes environnementales qui sont menées par les gens des Premières Nations, les femmes en premier. Une femme des Premières Nations va prendre une décision quand ils veulent faire des choses, sur les risques et périls sur 7 générations après, environ 150. 7 générations. Si on faisait ça, si on avait écouté les Kokum et les Totama c'est grand-mère en Mohawk. Kokum aussi d'ailleurs, c'est dans une autre langue. Oui. Si on avait écouté les grands-mères des Premières Nations, on n'aurait pas cette planète qu'on a. Mais on voit à court terme combien d'argent qu'il y a à faire, extraire le plus possible. On pense pas. Moi, mes petits-enfants ne se rendent pas à leur retraite.
si on ne change pas quelque chose drastiquement. Et la seule façon de changer, Clotilde, c'est pas en injectant de l'argent, c'est pas avec plus de lois, des politiques, c'est en éveillant les consciences. Parce que quelle que soit la loi, quelqu'un qui n'est pas éveillé va trouver un moyen de la contourner. Et en temps de pandémie, comme aujourd'hui, comme nous, dans laquelle nous vivons, on s'aperçoit les outils qui nous manquent pour pouvoir vivre parce qu'il y a beaucoup de gens de malheureux, il y a énormément de détresse, les suicides ont augmenté. Donc, c'est pas de l'argent qu'il faut, c'est apprendre d'aller à l'intérieur de soi. Si on n'est pas bien avec soi-même seul, c'est qu'on a un gros problème. Oui, et pourtant, on a toutes sortes de moyens extérieurs, et encore une fois là, c'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. Ouais. Puis dans le système capitaliste dans lequel nous vivons, qui viole la terre-mère, c'est si tu es fatigué, prends une pilule. Oui. Si tu es triste, prends une pilule. Va acheter quelque chose au magasin. C'est toujours à l'extérieur de nous la réponse. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de résistance vis-à-vis les médecines des Premières Nations? Pas juste l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une plante médicinale qui te permet d'accéder au monde spirituel, mais tu peux le faire par des huttes de citation, par des quêtes de vision, en prenant rien. C'est si on guérit en allant chercher la réponse à l'intérieur de soi, il n'y a pas d'argent à faire. Non. Alors, c'est ça n'intéresse personne. Et c'est pour ça qu'on en parle pas. Et c'est pour ça qu'on l'écrase. Et qui sommes-nous, occidentaux, pour cracher sur une médecine qui a fait ses preuves depuis des millénaires? Et elle est là, la bataille. C'est extrêmement difficile. Moi, je me fais lancer des tomates, c'est sûr, parce que je parle de quelque chose où il n'y a aucun argent à faire. Ben, non, il n'y a pas d'argent à faire. C'est pas. Et le système qu'on a est en train de nous tuer. On vénère ce qu'il y a, le matériel, on vénère l'argent qui est en train de tuer la terre-mère et l'humanité. Oui. Mais la terre-mère, elle se laissera pas mourir. Elle va être là pendant... Ah, elle, oui. L'humain, non. Non, nous autres, c'est nous le virus. Non, nous, c'est nous le virus, oui. Alors, on revient au début. La seule façon de s'en sortir, c'est de s'éveiller. Et j'ai aussi, dans ce livre, ce que je trouve intéressant, c'est que vous abordez, bon, les femmes, on en a déjà parlé, le fait que il a fallu que l'homme blanc intervienne dans la culture autochtone pour que tout d'un coup, le régime matriarcal qu'il vivait, je veux dire, c'était les femmes qui s'occupaient de tout et c'était les femmes qu'on écoutait. Et là, tout d'un coup, oups, on les a rabaissées complètement. Il en est question. Il y a aussi des mots sur le pardon. Ouais. Que ça, j'ai bien aimé ça. Alors là, je vais essayer de me retrouver dans mon ordinateur. Généralement, je me perds. Hier, je me suis perdue. Ben, je vais me reperdre. Et c'est moi le pardon qui a fait que j'ai éliminé un problème de santé qui était en train de me tuer. Ah, parce que vous dites que, de mémoire, le pardon, c'est pas de pardonner un événement, c'est de couper le lien énergétique. Le lien énergétique. Peut-être que je connais un petit peu mon livre. Je pense que je vais le trouver. Oui, moi, voyez-vous, j'ai encore du mal avec ça. Oui. Je suis pas sûre, je vais le trouver, en fait. Ah, alors oui, je l'ai. Voilà. Alors, le pardon est la plus puissante des médecines. Voilà. J'ai compris que garder une rancœur contre quelqu'un, c'est garder le lien énergétique entre l'événement ou la personne qui nous a causé du mal dans la vie. La colère, la vengeance, la frustration, la jalousie, enfin, toutes ces émotions négatives nourrissent le lien. Pardonner ne veut pas dire approuver le geste de la personne ou de soi-même qui nous a fait mal. L'événement ne changera jamais. Il est là, dans le passé. Pardonner veut dire couper le lien énergétique avec cet événement. Et mon corps en est la preuve concrète. Alors, je vais vous donner l'exemple de Nelson Mandela qui m'a déjà dit, Lucie, la vengeance, c'est comme boire du poison pour s'attendre à ce que l'autre meure. Quand on a de la colère envers un événement ou quelqu'un qui nous a fait mal, puis qu'on y en veut. Cette colère-là, c'est un poison contre nous. Et pardonner ne veut pas dire endosser le geste. Ça veut dire se libérer de cette colère-là qui est en train de nous empoisonner. Et le pardon est une médecine extrêmement puissante, bien plus que les médicaments. Parce qu'elle nous libère et nous fait respirer le corps. Et moi, quand je me suis libérée par le pardon, mon problème de santé a cessé. J'espère que les gens qui nous entendent en ce moment, quel que soit le milieu dans lequel ils sont, milieu médical, milieu pharmaceutique, aucun de ces milieux-là, simplement des gens qui souffrent. J'espère que les mots que vous avez aujourd'hui, Lucie Pagé, vont
faire en sorte qu'ils vont avoir la curiosité d'ouvrir ce livre Marie Lumière-là, qui bien sûr va au-delà de l'histoire, parce que c'est pas l'histoire ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle véhicule, et c'est cette forme de guérison qu'on se refuse encore à croire et sur laquelle on s'évertue à tirer. Comment aujourd'hui, Lucie Pagé, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Je veux dire, si des gens comme vous ne se dressent pas, entre autres en écrivant un livre, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener, même les médecins, pour les amener à dire, regardez, est-ce que vous avez réussi? Bon, ces gens-là, on le sait, un médecin, l'échec, c'est la mort. Hein. Bon. Est-ce qu'on peut regarder ça autrement aussi? Est-ce que... Je pourrais répondre en une phrase. C'est parfait parce on va manquer de temps. La science est une façon bien limitée de voir la vie. Et il faut enlever nos œillères et accepter que peut-être que même si ça ne vient pas d'un laboratoire et même si on n'a pas des preuves physiques, vous servez de votre ordinateur. Hein? Il fonctionne. Est-ce que vous êtes capable de comprendre comment il fonctionne? Du tout. Il fonctionne. Regardez, même déjà de m'en servir, c'est difficile. Alors, il faut enlever nos œillères puis laisser la place au doute. Et puis juste dire, et si c'était vrai? Et si c'était possible? Oui. Explorons et d'ouvrir et de laisser la porte ouverte aux Premières Nations et leurs croyances. Mais oui. C'est ce qu'il faut faire. Et ce sont les Autochtones qui, je crois, vont nous montrer le chemin si on les laisse faire. Vous savez qu'on a encore des communautés autochtones qui vivent sans eau potable. Est-ce que ce serait pensable ici? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui vit dans une hutte n'a pas autant raison que quelqu'un qui est capable de bâtir des gratte-ciels? Il faut sortir de ça. Il faut sortir. Et c'est sur tous les continents, hein, parce que je voyais en Australie ce qu'ont vécu les Autochtones, c'est exactement la même chose qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Sud aussi. Tous ces peuples-là ont été confinés, justement, mis de côté, y compris leur culture. C'est rien que pour ça, il faut lire votre livre, parce que moi, je me dis, je suis sûre qu'il y en a qui vont être agacés. Il y en a qui vont avoir envie de vous envoyer des roches. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, lisez-le, ne serait-ce que pour vous poser des questions. J'ai des commentaires merveilleuses, Lucie. Merci de votre présence. Quel cadeau, quel bonheur. Il y a quelqu'un qui trouve que cette conversation est fort intéressante. Je vais avoir une dernière question à vous poser parce que c'est une question qui vient d'une personne. Là, je vais essayer de la retrouver. Voilà. Elle vient de Lise Laplante parce que le salon du livre de l'Outaouais a demandé aux gens de participer activement et il y a des gens qui ont envoyé des questions. Si la question est posée aujourd'hui pendant cet entretien-là, la personne qui a posé la question, Lucie Pagé, va recevoir un exemplaire de votre livre. Alors là, j'ai une question qui vient de Madame Lise Laplante qui vous demande combien d'heures par jour consacrez-vous à l'écriture? Quand j'écris un livre, c'est 8 heures par jour. Non, l'écriture, c'est ma vie. Je pensais qu'elle était pour demander combien d'heures consacrez-vous à votre spiritualité ou à la méditation. C'était ma prochaine question. Au yoga. C'est 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je ne peux plus vivre sans... non. Puis Sadhguru, ce grand sage indien, dit « If you can't go outside, go inside ». Tu ne peux pas aller dehors, va à l'intérieur. Et puis, depuis que je fais ça, la méditation, c'est un outil qu'on devrait enseigner dès la maternelle. On n'aurait pas la même société qu'on a. Le yoga et la méditation, on a un corps ici. On a l'ingénierie de tous les bâtisses et les voitures et l'électronique. On a cette ingénierie-là. Mais où est l'ingénieur de notre machine à nous? Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est ce qui manque dans notre société. C'est d'apprendre à gérer notre propre machine. Ce qui manque aussi, c'est qu'on a une grande table où on prend toute la place. Il faut faire la moitié, dire aux Autochtones, venez vous asseoir. Parlez-nous, c'est à notre tour d'écouter. Quelle rencontre enrichissante. Lucie Pagé, je le savais en lisant ce bouquin, mais là en plus, le fait de vous avoir physiquement avec nous, j'espère que dans vos salons, vous ressentez la même chose et que vous vous procurez. Donc ce livre, c'est sorti chez Libre Expression. Moi, je suis dans le domaine du livre audio. Je rêverais que vous veniez enregistrer votre livre dans nos studios. Vues et Voix à Montréal, je pense qu'il faut que ce soit entendu, partagé,
partagé par le plus de personnes possible. Merci beaucoup, Lucie Pagé. Merci à vous dans vos salons d'avoir été là aujourd'hui encore. Vous savez que si vous voulez même bouquiner via le salon du livre de l'Outaouais, vous pouvez aller sur le site et tout ça est très facile à faire. Sinon, vous allez chez vos libraires, vous vous procurez les livres des gens qui sont les invités d'honneur, comme les Lucie Pagé, Michel Vinet, que j'ai interviewé hier, et Kim Thuy, que je vais retrouver à 13h. Alors, c'est un rendez-vous que je vous donne. Soyez là à 13h, une rencontre en direct avec Kim Thuy. Je m'appelle Clotilde Sey. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous et avec Lucie Pagé. Merci.